Donc un mercredi de plus, je disais dans mon salon, un mercredi pour parler d'économie, on va parler d'économie territoriale avec mon invité Julien Bergounon. Bonjour Julien, comment ça va bien? Bonjour, ça va bien Bruno. Bon, c'est gentil d'être venu depuis la Creuse, hein. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu à traverser les montagnes et la neige, mais pas loin. Pas Pas loin, loin, pas loin. il a un peu neigé aujourd'hui. Effectivement. Vous connaissez le principe de l'émission, on va parler de la chambre de métier, hein. Julien est le directeur territorial de la chambre de métier Nouvelle-Aquitaine sur le territoire de la Creuse. On va voir avec lui ce que fait une chambre de métier, on va voir en quoi ça consiste, quel est le paysage un peu de l'artisanat en Creuse. Vous pouvez poser des questions. Je rappelle que cette émission, elle est accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne et celle de la Creuse. Hein. On en profite pour saluer le directeur de la CCI que tu connais bien. Hein. Tu Philippe, ouais. connais bien, Philippe. J'espère qu'il se joindra à nous. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais comme d'habitude, bien évidemment aussi, on le fait avec respect et avec bonne humeur. On n'est pas là pour se rentrer dedans à mauvais escient. Bien, allez, on va commencer si tu le veux bien, Julien. Le principe de l'émission est toujours le même. Je disais, tu es directeur territorial Creuse à la Chambre de métier et d'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. Le principe est toujours le même. On commence toujours par une question perso pour savoir quel est l'homme qui se cache, alors, tu ne te caches pas, hein, mais qui est derrière ce titre de directeur territorial. Donc déjà, est-ce que tu es du coin? Alors, effectivement, je suis creusois d'origine. Je suis né à presque 38 ans à Guéret. Donc, voilà, on va dire fermement attaché à ce Attaché à la territoire Creuse. Ouais, creusois, ouais. effectivement. Et puis, donc, j'ai grandi à Guéret, j'ai fait mes études à Guéret, j'ai eu mon bac à Guéret, voilà. Et puis après, je suis parti un peu quand même. T'es parti de Guéret, on Ah, se demande ouais, pourquoi quand d'ailleurs. même, hein, Pour moi. faire des études peut-être. Ouais, 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 c'est ça, Ouais, effectivement. Mais j'ai commencé sans aller trop loin parce que j'ai démarré en allant à Montluçon en fait ouais. pour continuer dans un DUT en technique de commercialisation. Donc, tu vois, je suis pas allé trop loin. Puis après, bon, en continuant, j'ai tenté l'aventure parisienne. Voilà, Ouais. je voulais continuer au niveau de mes études et voilà, j'ai D'accord, continué l'aventure parisienne d'accord. pour les écoles de commerce. Une Voilà, école de commerce, voilà. d'accord. Et puis après, un petit détour par Lyon, c'est ça? Après Alors, les études? alors, Non? pas tout de suite, tout de Ouais, suite. Dans le cadre des études aussi, je suis même aussi allé un peu plus loin, ouais. à l'étranger, avec séjour aussi aux États-Unis et puis une année d'études à la fin en Australie aussi. Ouais. Voilà, donc on va dire que ça permet aussi vraiment de s'ouvrir sur d'autres modes de vie, et Bien donc ça, sûr, c'est super bien sûr. intéressant. Je suis pas creusois. Ouais, Voilà. Et puis en fait, après, recherche d'emploi. Donc bon, là, on va dire que c'était un peu ouvert. Mais surtout, je tiens à préciser, c'est que j'ai fait aussi mon stage de fin d'études chez Legrand. ouais. Ouais, donc, qui, pour le coup, c'était la possibilité de revenir en Haute-Vienne en ayant la meilleure opportunité de stage. Donc, je remercie vraiment beaucoup l'entreprise Legrand Ouais. pour cette époque-là où j'ai pu faire un stage en marketing. Et en tant que stagiaire, j'ai pu aller beaucoup à l'étranger. Ah, Donc, c'est bien. enfin, sur une mission de stage, c'est quand même Ouais, ouais, assez. c'est sympa, ouais. Ouais, Ouais, franchement, très donc, sympa. et ça, c'était vraiment une très belle opportunité de Legrand parce qu'un stagiaire qui peut aller en Italie, en Allemagne, en Autriche, dans les quatre coins de la France, etc., pour faire sa mission, c'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut le faire. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, j'inviterai sans doute Bruno de Baptiste, hein, qui est le DRH Mm. ici, quelqu'un de très agréable. Bonjour, alors je vois qu'il y a des gens qui te suivent, hein, donc Luc Dessart, je sais pas comment ça se dit, je suis désolé Luc, et Frédéric Morette-Guibard qui sont là. Bonjour à vous deux, je vois qu'il y en a d'autres, hein, ceux-là se font connaître. Surtout, vous le savez, j'ai besoin que vous fassiez un retour sur le son, et notamment le son de Julien, parce que je vois qu'il parle bien loin du micro, mais merci de me dire surtout si vous entendez bien, ou alors s'il y a besoin de rapprocher le micro. Donc, tu reviens, donc tu fais un stage ici, et Ouais. puis à un moment donné, on va arriver au retour en Creuse. Déjà, tu as travaillé en, en Rhône-Alpes,
Ouais. hein. Alors, effectivement, en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai en fait repris des fonctions en Creuse. J'ai Ouais, démarré en chambre consulaire et justement à voilà, la chambre de métier. d'accord. J'ai eu cette opportunité-là et en fait, c'était pas forcément dans mon scope au démarrage. Ouais, C'était aussi parce que j'étais sur le marché du travail au moment de la crise économique. d'accord. Et, Donc, une opportunité. en fait, alors, je cherchais en marketing, tout Ouais, s'était refermé. Bah là, j'ai eu le secrétaire général de l'époque à la Chambre de métier, Michel Delagrandagne, qui ouais, m'a tendu la main. En fait, il savait que j'étais dans le coin. Et puis, bah, m'a présenté les métiers en chambre consulaire. Et puis voilà, en soutien des entreprises. J'ai démarré comme ça. ouais. Et puis, bah, grosso modo, depuis bah, maintenant plus de 10 ans, même une douzaine d'années que je suis vraiment en emploi sur le marché du Ouais. travail, bah, voilà, je suis autour de la vie consulaire et du soutien aux entrepreneurs. Voilà. Voilà un beau parcours, hein. On aurait pu imaginer qu'il était parti à l'étranger puis qu'il reviendrait jamais. Ben non, il est là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'il aime le pays, hein. Il aime le pays, il aime. C'est ça, oui. Tu aimes être ici vraiment? Ou par Ouais. exemple, est-ce qu'on peut tout à fait imaginer que tu engranges de l'expérience et ça serait tout à fait respectable et qu'à un moment donné tu décides de repartir un peu Non, le sur choix. une ville plus Bah, grande ou... dans mon parcours, effectivement, on a fait le choix à un moment aussi, pour des raisons professionnelles, de partir en Rhône-Alpes. Ouais, On a vécu à Lyon et voilà. Foncièrement, avec ma femme, on sait on n'est pas des urbains en tant que tels, ouais. ouais, voilà. Et on a fait aussi ce choix après de revenir en Creuse, attachement au territoire. Donc, franchement, on y est bien et vraiment, si on peut y rester, on le Bon. fera avec plaisir. Voilà. Et nous, si on peut garder des compétences, c'est pas plus mal. Donc, très bien. Allez, on va rentrer. Je te remercie hein, déjà de nous avoir parlé de ce parcours, hein, à la fois riche et puis à la fois très citoyen par rapport à notre territoire, parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui a des compétences et des capacités, et puis qui fasse le choix de les exploiter ici. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Alors, on va parler de ce territoire, hein, de la Creuse, puisque tu es là en tant que directeur territorial. Euh, alors, de façon générale, on va rentrer dans l'artisanat un petit peu plus tard si tu veux bien, mais toi, alors, en tant que citoyen, et comment tu vois ce territoire sur lequel tu travailles et en tant que directeur de la chambre de métier, euh, comment tu le perçois d'un point de vue dynamique? Il y a deux choses, hein. Il y a le citoyen et puis le côté très professionnel. Oui. Alors, très bonne question. Alors, Ouais, le citoyen, on est sur, on va dire, enfin, je trouve un vrai mode de vie. Alors, qui me toi te correspond aussi, correspond. Ouais, voilà, ouais, moi me ouais. correspond. Après, bon, on sait qu'il y a des marqueurs quand même, hein. On est sur un territoire quand même très, très âgé avec des moyennes d'âge très élevées, Ouais, un déclin de population, puisque maintenant sur tout le département, je crois, on est moins de 117 000 habitants, hein, avec les derniers chiffres. Euh, pour autant, bon, finalement, on a aussi tout ce dont on a besoin réellement. Bon, moi aussi, je suis ouais. aussi profil quand même assez sportif dès que possible, donc forcément la vie Ouais, là, tu au peux vert, courir, bah marcher voilà, c'est avec. au top. Ça va, tu manques pas d'air. Bah c'est Ouais, ça, ça c'est super, c'est ouais, super ouais, appréciable. ouais. Donc c'est un mode de vie, comme je disais, je suis pas forcément trop urbain. Je pense qu'il y a Ouais, plein de gens forcément ouais. qui se retrouvent avec cet attachement Mhm. aussi à la nature. Donc ça c'est super bien. En tant que citoyen, finalement, la seule chose qui va être regrettable dans ce mode de vie Ouais. creusois, c'est finalement l'accès à la santé qui est un peu contraint par le manque de médecins. Et voilà, donc C'est pas c'est une que la Creuse, hein, problématique, c'est ceci pas dit. que la C'est Creuse, pas que la mais Creuse. c'est quand même suffisamment marqué aussi, parce que voilà. Alors, puisque ma question avait deux volets, hein, un volet perso et un volet pro, Mm. je voudrais peut-être une question intermédiaire. C'est que tu le dis, la Creuse, ça peut être aussi un choix de vie, Mm. voilà, parce qu'on aime ça. Est-ce que, à ton avis, ces bons côtés, ces éléments-là qui peuvent être des atouts, Mm. sont assez valorisés en termes d'attractivité du territoire, justement pour faire venir des gens ou pas? Ou est-ce que on subit peut-être un peu trop, ou est-ce qu'on reste un peu trop renfermé? Euh, alors,
on reste trop renfermé. J'aurais répondu par l'affirmative avec, quelques années avant. Ouais. Là, on est aussi dans le contexte finalement Covid, qui a forcément qui a été qui est, bon, une catastrophe, bien sûr. Par contre, on a quand même redécouvert aussi notre territoire à cette occasion-là. Donc, en témoigne aussi finalement les fréquentations touristiques qu'il y a eu tout de suite en 2020. La saison aussi 2021 donc, a été très bonne et les professionnels du tourisme donc, ont réalisé des performances. Même certains disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça aussi. Donc, on a redécouvert le territoire à cette occasion-là. Et puis aussi, pareil, dès qu'on fait un peu le tour des agents immobiliers, tout de suite, on voit que les transactions se font. La petite ferme qui était à vendre depuis 15 ans, elle ne se vendait pas. Et puis hop, ça y est, là, elle est partie. Ou pour venir s'installer. Alors ça, on le vérifie pas trop bien. Voilà. Ça, on le vérifie pas trop bien. Bon, alors il faudrait peut-être mener une étude un peu plus approfondie sur le sujet. Moi, je pose un peu mes petites questions des fois à des maires ou à des agents IMO, etc. Et ça, franchement, on le vérifie pas vraiment parce que bon, entre dimension de télétravailleurs, de gens qui veulent changer de vie et qui veulent venir. Faire attention. Voilà. Il y a des choses qui sont très conjoncturelles là. Voilà. Pas sûr que ce soit des tendances de vie à moyen terme. Voilà. Mais à minima, comme je disais, la petite ferme qui était à vendre depuis 15 ans, elle part, elle est vendue, elle est en rénovation, il y a du travail pour les artisans, etc. Voilà, donc tout de suite, c'est alors les bons après, points. j'avais reçu ici, on discutait comme si on était chez nous. Hein, je vous ai dit, dites-vous, vous faites pareil, hein, venez discuter avec nous parce que l'émission elle est faite pour vous, elle n'est pas faite que pour moi. Moi, bien sûr, je me cultive, mais il n'y a pas de mal, je parle tellement de loin, mes pauvres amis. Mais bon, allez-y, posez des questions. Moi, les questions me viennent aussi au fur et à mesure. Ici, j'avais reçu Monsieur Lomberti, le maire de Limoges, j'avais reçu Guillaume Guérin, le président de Limoges Agglo. Et effectivement, il y avait des parallèles qui étaient faits en disant, ben, tu vois, ils viennent s'installer, les gens qui arrivent des grandes villes, le télétravail, etc. Et ça posait tout de suite la question de la couverture du territoire, notamment numérique. La Creuse, vous en êtes où par rapport à ça ? La Creuse, il y a un déploiement qui est en train de se poursuivre. Franchement, il y a quand même des vrais travaux qui ont été faits. En termes de zone blanche, bon, il y en a, il y en a encore un petit peu, mais franchement, il y a tout un travail sur des montées en débit sur des zones, sur le déploiement de la fibre. Franchement, il y a quand même vraiment moyen de faire des choses, ouais, effectivement. Ouais. Puis de toute façon, c'est un axe prioritaire de développement. Pour le coup, les pouvoirs publics aussi l'ont bien compris. Enfin voilà, faut pas non plus se déconnecter, en l'occurrence, sans mauvais jeu de mots. Et je pense quand même, oui, là, le travail est fait, quoi. Ouais. Donc tu es en train de nous dire, ça c'est un propos introductif que la Creuse non seulement a des atouts d'un point de vue de la vie de tous les jours, hein, pour ceux qui aiment ce mode de vie, et que c'est un territoire en mouvement en matière de développement. Alors oui, globalement, oui, bien sûr, oui, il y a des choses qui se développent, qui se structurent. Et voilà, ouais. Bon, alors maintenant on va rentrer sur la deuxième partie de ma question. On était toujours que sur la première. C'est quoi un peu le paysage économique de la Creuse et puis bien sûr de l'artisanat. Mais c'est quoi le paysage économique ? Est-ce que c'est un territoire qui est stabilisé, qui est en souffrance, qui est en développement, c'est quoi ? Alors, on est dans un contexte avec un dynamisme d'activité quand même, de par, on va dire, les chiffres des données de création d'activité. Donc là, on a un dynamisme. Alors, réellement, est-ce que vraiment c'est des marqueurs très positifs ou pas, parce que bon, on a beaucoup de gens qui vont créer leur activité et souvent donc des micro-activités, voilà. Donc vraiment, est-ce que ce sont des projets qui permettent aux gens de vivre de leur activité ? Ça c'est un point à analyser un peu plus précisément. Après, on a quand même des activités assez diverses. On n'est pas non plus dans un carcan
avec des mono-activités, des filières un peu uniques. Il y a vraiment quand même des activités diverses et puis des tailles d'entreprise diverses. Et alors, la problématique, c'est qu'on a quand même beaucoup de petites entreprises. Je crois quand même qu'on a la proportion en France la plus élevée avec les entreprises unipersonnelles, en fait. Donc, derrière, vraiment... pour moi, justement, l'axe de travail, c'est vraiment de pouvoir vraiment accompagner les développements réels des entreprises. Parce que, et puis bon, même en parlant avec certains chefs d'entreprise, hein, comme ils disent, hein, on a des fois des collaborateurs salariés qui veulent partir pour tenter leur aventure aussi. Bon, bah, en fait, finalement, c'est un. Et puis, on maintient pas les savoir-faire. Les entreprises ont des difficultés de recrutement qui sont bien sûr très, très marquées. Et on maintient pas non plus les savoir-faire des grosses entreprises. Donc, derrière, il y a aussi ces problématiques-là qui sont quand même assez importantes. Alors, on y reviendra sur notamment le champ d'action de la chambre de métier, tes missions, enfin les missions les tiennes et puis celle de ton équipe, parce que tu n'es pas tout seul. Je voulais vous le dire, si vous allez à la chambre de métier, vous allez voir, il n'y a pas que Julien, il y a plein de professionnels qui travaillent. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose moi, qui m'interroge toujours, mais beaucoup de créations d'auto-entreprises ou de micro-entreprises. Création ne veut pas dire forcément activité. Hein. Alors c'est pareil, est-ce que c'est un postulat? Est-ce que c'est le résultat aussi du manque d'entreprises qui embauchent beaucoup, hein, ça peut être ça, les gens ils disent je vais me créer mon propre emploi, etc. Est-ce qu'on a une vision un peu sur l'activité de ces entreprises, de ces toutes petites entreprises sur le territoire? Est-ce que c'est de la création et finalement il y a peu d'activités derrière, ou est-ce que ce sont des activités à part entière? Ben alors après, faut être clair, hein, c'est que sur la micro-entreprise, c'est aussi, c'est réellement une modalité c'est une entreprise individuelle. Donc après, on prend des options micro, voilà, pour démarrer. Il y en a qui testent comme ça, effectivement. Et puis après, bon, il va y avoir des sorties de régime. Il y en a qui vont évoluer après sur de l'entreprise en réel ou se transformer en société. Donc ça, effectivement, il y a des cas comme ça. Après, la problématique quand même, il y a vraiment un sujet de fond, c'est que les gens peuvent finalement peut-être un peu trop vite s'installer en micro-entreprise et derrière finalement c'est pour faire quoi, voilà. Parce que être chef d'entreprise, c'est quand même derrière une gestion d'une structure, il faut être à l'aise avec l'administratif, un savoir-faire en tant que tel à déployer, ça ne suffit pas. Derrière il y a des qualités de chef d'entreprise et tout le monde n'a pas vocation à être forcément chef d'entreprise. Voilà. Alors, on en reparlera parce que je vais recevoir bientôt, je reçois régulièrement mais les acteurs, hein, c'est normal, et je vais recevoir notamment une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises. Et on va en discuter parce qu'effectivement, derrière la micro-entreprise, moi j'en ai eu une, tout à fait au début. C'est vrai qu'on a vu la simplicité de déclaration. Tu sais, avant ça, on disait, moi je suis bien plus âgé que toi, on disait, oh là là, monter une entreprise c'est compliqué. Là, tu peux le faire en une demi-journée. Hein. Tu le fais, tu vas sur Internet, tu le déclares. Par contre, effectivement, ça ne te dit pas qu'il va falloir vendre tes prestations, qu'il va falloir gagner de l'argent, etc. Ouais. Et c'est là où les choses se compliquent parce que bien souvent, les gens peuvent avoir un savoir-faire, mais le savoir-faire, il faut le vendre parce que sinon, il n'y a pas de raison et tu ne peux pas gagner d'argent. Voilà. Donc ça c'est assez compliqué. Bref, mais ça, c'est un sujet assez vaste. Bon, c'est une possibilité qui existe. Après, effectivement, j'imagine que des structures comme la Chambre de métier doivent voir en quoi ça participe à la dynamique territoriale et en quoi il y a besoin d'amener quelque chose de plus si jamais il y a quelques carences. Donc je vois là, tu m'as fait passer des infos, grosso modo, pratiquement un peu plus de 3500 entreprises, 3600 du secteur artisanal, on est d'accord? Oui, alors inscrit au répertoire des métiers en Creuse. Voilà. 3576 entreprises au 31-12 à la fin de l'année. Voilà. J'ai quand même imprimé le son un petit peu. Ça, en fait, il fait le malin parce que c'est au chiffre près, c'est à l'unité près. Hein. J'avais dit, tu sais, on n'est pas obligé de rentrer dans les chiffres. Je donne un ordre de grandeur, et bien, bam, il le connaît par cœur. Vous voyez, il n'est pas directeur. Pour arriver les directeurs, il faut s'en méfier, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont bons, ils n'ont pas été recrutés par hasard. Tout à l'heure, tu disais, effectivement, on parlait de la dynamique territoriale, en tout cas de l'activité territoriale. Et tu as soulevé un point que je trouve intéressant, notamment dans le champ de l'artisanat, c'est le fait d'arriver à garder des compétences, hein, à maintenir des compétences. C'est quoi le mouvement par rapport aux créations pures et aux reprises?
Parce que la reprise, d'activité. La reprise, ça peut, dans le secteur de l'artisanat, être une façon de garder des compétences. Oui, alors... il y a les compétences propres, l'activité propre, puis il y a les salariés, pour ceux qui en ont. C'est aussi une façon de garder les salariés. Alors, ce que je voudrais quand même du coup préciser là-dessus, c'est qu'effectivement, ce phénomène de forte création en micro-entreprise a quand même un impact, et notamment un impact effectivement sur les transmissions d'entreprise. Parce que je schématise un petit peu, mais on prend sur certaines activités... disons, je sais pas moi, faire de la mécanique, un garage auto par exemple. Un garage auto qui a 2 collaborateurs, qui a des équipements, etc., peut être finalement, à la session, challengé par un micro-entrepreneur qui va s'installer, qui va démarrer, qui va avoir un peu d'équipement et qui va se dire je vais aller faire de la mécanique à domicile, etc. etc. Voilà. Et donc, en fait, derrière, dans les transmissions d'entreprise, c'est un vrai axe de travail qu'on a et des vraies discussions qu'on a avec des cédants potentiels. C'est qu'à un moment, il faut bien regarder l'écart entre les gens qui vont chercher à s'installer et le fait de se dire je rachète un fonds de commerce, mais pour quel intérêt? Parce que finalement, derrière, de l'équipement, est-ce que vraiment il est en état? La clientèle, est-ce que vraiment elle est fidèle? Et finalement, on se rend compte quand même que la valeur des entreprises, des fois, c'est le nombre de collaborateurs qu'il y a derrière. Donc, voilà. Et oui, il y a effectivement, ça a un impact sur la régulation de la vie. Oui, tu as raison. Et donc là, en Creuse, on arrive à transmettre, ou alors on est plutôt sur de la création pure c'est quoi la tendance? On est impacté quand même par une forte création. Après, des fois, si on retouche encore au sujet de la transmission, c'est un sujet hyper délicat. Alors, hyper intéressant, mais hyper délicat, parce que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à être vendues. Et du coup, voilà. Je veux dire, là, c'est vraiment par rapport à ce gap. Quand je prenais cet exemple de l'entreprise avec 2 collaborateurs et tout, si on ne réinvestit pas, si on n'a pas repris un gars et vraiment pour avoir cette entreprise qui finalement ça donne envie de la racheter, faut bien prendre en compte que peut-être que quelqu'un peut démarrer en micro sans trop investir et petit à petit développer son activité. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Alors il n'y a que moi qui pose des questions. C'était bien la peine de rester aussi tard. Ça, on va y arriver aussi avec les questions sur l'activité, sur les missions de la Chambre de métier, parce qu'effectivement, là, on commence à parler d'accompagnement. Déjà, la session en elle-même, ça a toujours été quelque chose de relativement problématique, surtout quand c'est le créateur qui est encore aux commandes. C'est comme si on lui demandait d'abandonner ou de vendre son bébé. Il ne connaît pas le prix, il veut savoir qui va le reprendre, etc. Et là-dedans, vous avez un rôle majeur, enfin, les consulaires en général. Et tu vas nous dire, justement, alors, c'est une bonne occasion de rentrer dans les missions des chambres de métier. C'est quoi les grandes missions de chambres de métier? Et après, on passera sur plus spécialement la façon dont vous, en Creuse, vous gérez ces missions. Oui. Alors, les chambres de métier sont des établissements publics. Donc, on intervient auprès des entreprises, donc immatriculées prioritairement au répertoire des métiers, entreprises donc souvent moins de 10 salariés en général, pour faire simple, dans des catégories donc alimentaire, bâtiment, fabrication ou services. Alors alimentation, je sais pas, le boulanger qui fabrique son pain en l'occurrence, voilà. Entreprise du bâtiment, on voit ce qu'on veut dire. Fabrication, ça peut être aussi des activités fabrication de bijoux, ou même aussi des activités de petite industrie aussi, finalement, dès lors que c'est moins de 10 salariés et du coup donc ils sont immatriculés au répertoire des métiers, et puis services, activités type ménage, maintenance informatique, voilà, toutes ces activités là. Donc c'est un en fait accompagnement global. Alors on a l'impression que c'est un accompagnement global. Vous accompagnez le créateur, éventuellement le conjoint s'il y a besoin, enfin le chef d'entreprise, etc.
Oui, alors bon, en fait, finalement, hein, le travail des chambres consulaires, c'est l'accompagnement des entreprises à toutes les étapes, hein, donc depuis la création jusqu'à la transmission, et Même avant après, la bon, il y création, a parce tout, qu'il y a l'information. voilà. Donc, l'antécréation, waouh, et L'antécréation. voilà. Mais donc, on intervient aussi là-dessus, la préparation, la formation, les projets de développement. Mais bon, après, sur les chambres de métier, donc il y a l'aspect entreprise en tant que telle, il y a l'aspect donc représentation et défense des intérêts de l'artisanat, et donc aussi donc on fonctionne avec des élus. Ouais. Donc on a eu des élections consulaires en fin d'année 2021, hein, on est reparti sur un mandat de 5 ans, et puis aussi les chambres de métiers, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de centres de formation des apprentis. Ah oui, Voilà. Donc c'est ça, c'est intéressant. voilà. Donc une des catégories, enfin une des caractéristiques en Nouvelle-Aquitaine, c'est que on a 10 CFA chambres de métiers en tant que telles. Alors il y a 2 départements où on n'a pas de CFA. C'est en Creuse et en Corrèze. Ouais. Voilà. Mais sinon, sur les autres départements, on a aussi des gros CFA, mais je crois même que c'est 11 000 apprentis, il me semble, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, qui sont formés avec les chambres de métiers. Mhm. Et puis, sur la structure en tant que telle, effectivement, on est plus de 1500 collaborateurs à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, et dont la moitié sont des professeurs, puisqu'on a tellement de CFA et de sections et de formations dans des métiers divers que, effectivement, la moitié des 1500 collaborateurs de la Chambre régionale de métiers d'artisanat de Nouvelle-Aquitaine sont des professeurs. Voilà. Donc, un peu différentes parties entre élus, les jeunes, et puis l'entreprise en tant que telle, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, il y a une dernière partie, hein, on y reviendra parce que c'est très important dans le statut, je dirais, de l'artisan. C'est la reconnaissance de la qualité d'artisan, hein, et d'artisan d'art. Ouais. Je trouve que c'est Ouais. important. C'est vrai que dès qu'on parle d'artisanat, on parle de valeur, Mm, hein, mm. aussi. Et je pense que c'est quelque chose à maintenir. Je voudrais qu'on reste 2 minutes sur l'apprentissage parce qu'on ne va pas cacher aux gens que avant on a un peu discuté ensemble, le recrutement, les machins et tout. Là, on est sur cette thématique de l'emploi. L'apprentissage se porte comment à ta connaissance, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de CFA, tu disais en Creuse, mais l'apprentissage se porte comment sur notre territoire, donc soit Aix-Limousin, soit Nouvelle-Aquitaine. Et quand je dis se porte comment, il se porte comment du point de vue des entreprises, et il se porte comment du point de vue des candidats à l'apprentissage. Ouais. Alors, globalement, de ce que j'en sais, on est quand même pas trop mal au niveau de l'apprentissage, puisqu'on est quand même sur des tendances haussières. Donc il y a Oui. aussi des dispositifs qui font qu'il y a des coups de projecteur, il y a des facilités aussi pour les employeurs pour aussi engager des apprentis. Ouais. Après, on est toujours demandeur d'avoir de plus en plus de candidats et de jeunes souhaitant rentrer dans l'entreprise via l'apprentissage. Donc ça, c'est sûr qu'on est toujours demandeur. Après, en fait, derrière, sur l'apprentissage, on a aussi un enjeu qui va être vraiment la promotion des métiers. Est-ce que vraiment, comme on était en train de dire, tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise, mais tout le monde n'est pas fait non plus pour avoir des diplômes à bac je ne sais pas combien, et quand bien même, c'est pas, ça, Oui. je suis même pas en train de dire qu'il faut rentrer, c'est que ceux qui n'ont pas forcément des gros diplômes qui ont Oui. vocation à, mais je veux dire, il ne faut pas se mettre à l'esprit qu'il faut forcément faire des études, parce que l'important surtout c'est de rentrer dans l'entreprise. Donc c'est d'être employable et c'est de rentrer dans l'entreprise. Donc après on peut bien faire son bac plus 8, mais en faisant de l'apprentissage. Voilà. Alors c'est pas pour te mettre en difficulté parce que c'est pas le but. D'ailleurs, tu n'auras peut-être rien à me dire par rapport à ça, mais moi je me pose une question depuis de nombreuses années. C'est que effectivement, moi fut une période quand j'étais dans l'insertion où on disait oui, l'apprentissage est en perte de vitesse, on n'y arrive pas, d'accord. Et puis maintenant on dit allez, l'apprentissage ça repart bien et tout. Et en fait j'ai quand même la sensation, c'est pas une critique, c'est voilà une sensation que l'apprentissage repart mais par le haut. C'est-à-dire que on est beaucoup il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour l'apprentissage post-bac, enfin l'alternance post-bac. Et je ne sais pas si on règle la thématique de l'alternance justement dans l'artisanat. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai l'impression effectivement que les gens qui ont le bac, eh ben, il y a plein, hein, il y a plein aujourd'hui d'écoles, de choses spécialisées pour l'alternance en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, de choses comme ça, parce qu'ils ne veulent pas aller sur l'université ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si, par exemple,
l'apprentissage tel qu'on l'imaginait avant, avec quelqu'un qui veut faire électricien ou qui veut faire... Je ne sais pas si là, on approvisionne toujours autant ou pas. Alors c'est effectivement discutable, je pense, oui, sur les publics jeunes. On essaye quand même de continuer ce travail-là. Il y a des changements de mentalité, mais c'est vrai que le changement de mentalité, des fois, est un peu long quand même. Ne serait-ce que malheureusement aussi pour les parents, hein, voilà, d'accepter et de comprendre qu'à un moment, il faut vraiment raisonner en mode employabilité, que les jeunes découvrent et connaissance réellement des entreprises qu'il y a à 10 km autour de chez eux, c'est quand même un point hyper important. Donc, des fois, je disais oui, il faut qu'ils osent aussi pousser la porte des entreprises parce que finalement, enfin, on a plein d'entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. D'avoir un jeune qui va marquer un intérêt pour une entreprise, je vois mal quand même le chef d'entreprise dire non, non, je m'en fous et puis au revoir, quoi. Alors justement, ça c'est le deuxième point que je voudrais qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on le sait, il y a une pénurie dans le recrutement, c'est compliqué. Est-ce que toi, dans les chefs d'entreprise que tu rencontres, on intègre justement cette dimension de l'alternance dans une éventuelle stratégie de recrutement, à défaut de peut-être pouvoir recruter quelqu'un tout de suite, de productif ou de... Alors déjà, est-ce que l'apprentissage chez les chefs d'entreprise de l'artisanat est toujours une valeur refuge en quelque part, ou non? Et est-ce que, effectivement, on peut avoir ça en stratégie de recrutement? Alors, c'est assez divers. C'est vrai que des fois, on peut avoir des discussions aussi à vouloir réouvrir certains chefs d'entreprise à l'apprentissage, à reprendre des apprentis. Il y en a aussi qui ont eu des mauvaises expériences à des moments, qui ont consommé beaucoup de temps à essayer de former des jeunes qui, au final, au bout de 2-3 ans, se disent... Et voilà, et l'inverse. C'est pour ça. Donc bon, après... De toute façon, l'apprentissage, c'est une histoire de vie. Ce sont des ouais. histoires de vie. Ouais. Ce qui est dommage, par contre, sur ce sujet-là, c'est quand on a des expériences avec des jeunes qui se forment dans un métier, et puis finalement, peut-être parce que leur expérience s'est modérément bien passée avec le chef d'entreprise, se disent je ne veux plus travailler dans ce métier-là et font carrément autre chose. Et ça, en plus, alors au-delà de frustrer complètement le chef d'entreprise, de se dire mais en fait j'ai gardé un gars, mais pourquoi faire, aussi, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est pas forcément hyper bien passé dans une entreprise, dans un métier, que dans ce même métier, ça ira pas par ailleurs. Donc voilà, c'est des rencontres entre hommes. Mais des fois, on l'identifie, ça. C'est les gens, ils se disent, j'en ai ras-le-bol, c'est mal passé, je veux changer de métier. Mais non, ça s'est mal passé dans cette entreprise. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire de l'insertion. De toute façon. Ouais. Et c'est pareil, dans le même ordre d'idée, tu as des employeurs qui vont prendre un jeune, deux jeunes, puis ils vont dire, je veux plus de jeunes, c'est plus bon à rien, les jeunes, je veux plus de jeunes. Voilà, il faut qu'on arrive à distancier un peu tout ça. Alors, on a un témoignage là qui nous fait revenir un peu en arrière, mais ça fait rien, on va le prendre parce que c'est gentil déjà de faire un témoignage. C'est Luc qui nous dit qu'il est dirigeant de l'entreprise à Loré du Fer. À Loré du Fer, il dit j'ai choisi de démarrer en micro car je viens de la Bourgogne. Alors attends, et je voulais être sûr que je ne me trompais pas dans mes différents choix. Et la micro était un statut parfait pour ça. Cela m'a permis de franchir le pas et aujourd'hui je ne le regrette absolument pas. Alors effectivement, là, on est... alors ça va pile poil dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que nous dit Luc, c'est qu'il a utilisé le statut de la micro dans une stratégie totalement réfléchie, en prenant visiblement en compte tous les aspects économiques, commerciaux, etc., ce qui malheureusement n'est pas le cas de tous les gens qui tentent cette aventure-là. Ouais, effectivement. Après, de fait, la micro-entreprise, c'est fait aussi, alors certes pour tester, mais pour des gens qui n'ont pas de charge derrière, puisqu'on cotise en fonction de son chiffre d'affaires. Donc c'est aussi pour des gens qui n'ont pas de charge. Si c'est pour partir tous les 4 matins au quatre coins de la France, à un moment, il faut aussi jeter quelques chiffres, il faut se poser et voir si c'est bien adapté. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci Luc pour ce témoignage. Et n'hésitez pas, cette émission c'est pour vous, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors sur le dernier point là, je voulais qu'on revienne reconnaître, donc dans les missions des chambres de métier, reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art, attribuer les titres de maître artisan
et être autorité compétence dans la reconnaissance de qualification professionnelle. Ça, c'est un axe central quand même. Alors c'est important effectivement pour, on va dire, la communauté artisanale et la valorisation des savoir-faire. Donc on a des élus qui sont dédiés en commission. Il y a des critères pour pouvoir prétendre à ces qualifications-là. Donc soit des critères de diplôme, d'ancienneté dans le métier. Voilà. Les artisans vont monter des dossiers en demandant à avoir ces qualifications spécifiques qui passent en commission. Et je crois que c'est une commission de 11 artisans à l'échelle régionale qui statue au final pour pouvoir octroyer, décerner ces titres-là. Voilà. Ça, c'est l'ADN. C'est l'ADN de l'artisanat. Alors, on a vu les grandes missions. Hein, le temps passe très vite. On a vu les grandes missions. Maintenant, quelles sont celles qui sont, je dirais, prégnantes en Creuse? Alors, par rapport à la chambre de métier? On va pas parler de la CCI. Non, c'est pas la CCI. On est d'accord. Non, mais dans le cadre consulaire, oui, à la chambre de métier. Alors, en sachant que vous avez les mêmes missions que les autres, maintenant, il y a peut-être des volets d'activité qui sont un peu plus importants ou un peu plus développés. Nous, en fait, le contexte a été clairement que sur les dernières années, on était, alors je disais presque acculés en fait en création d'entreprises parce qu'on avait un tel volume de création d'entreprises qu'on n'avait pas forcément cette capacité en tant qu'homme, à pouvoir aller sur le terrain, au devant des entreprises, aller détecter des sujets, des projets de développement, etc. Voilà. Parce que il fallait qu'on gère tout ça. Donc ça, justement, on le retravaille avec une équipe spéciale création, une équipe spéciale développement. Et, justement, voilà. Vous êtes combien là-bas? Alors, en Creuse, on est une douzaine de collaborateurs. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi les profils? Alors justement, il y a toi, ok, toi tu es le boss, on a compris, tu commandes, c'est d'accord. J'aime ça commander en plus. Ils font quoi? Il paraît qu'il se passe rien là-bas. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les grands profils? Je veux dire, c'est quoi? Des conseillers entreprises? C'est quoi? Alors oui, j'ai un service économique chargé de développement économique, composé c'est 4 personnes. Hein. On va être déjà, en fait, on fait du primo-accueil à ce moment-là, informer sur la création d'entreprise au sens large. Et puis après, en fonction du porteur de projet, s'il souhaite aller plus loin dans son projet, on va vraiment travailler sur statut juridique, commencer à jeter des chiffres de prévisionnel d'activité, simuler tout ça. Ce travail-là, on le fait en collaboration, sous convention, j'ai envie de dire, avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, hein, dans le dispositif Entreprendre la région à vos côtés. Voilà, et donc on amène les gens vers la création d'activités. Et puis derrière, on va les suivre hein, une fois qu'ils auront créé. Donc voilà, cette équipe éco, justement, c'est très orienté sur création, développement et transmission. J'ai une collaboratrice qui a la moitié de son temps dédié à la transmission. J'ai des collaboratrices aussi qui interviennent au centre de formalité des entreprises. Donc, immatriculation des activités, tout ce qui est modification et radiation des activités, donc les éléments officiels de déclaration d'activité. Et puis, on va faire aussi des examens pour les taxis. Ça, c'est aussi des attributions qu'on a récupérées il y a quelques années aussi, puisque le taxi est une activité artisanale. Donc, on fait des examens et des formations pour les taxis. Et puis, on intervient aussi sur de la formation continue. Parce que bien sûr, nos chefs d'entreprise, il faut pouvoir, une fois qu'ils sont installés aussi, leur proposer des modules de formation. Et donc, en lien avec utilisation des réseaux sociaux, management, tutorat, etc. Voilà, donc autant de sujets qu'on essaye de travailler du mieux possible et à proposer à nos artisans pour une montée en compétences collectives. Voilà. Pour être clair, donc ce sont des services, des prestations pour les artisans. C'est payant tout ça? Comment ça marche? Alors, en général, on arrive encore à faire des interventions non facturées. D'accord. Il y a quelques types de... Black, quoi. Non. Oui, exactement. Non. Mais quand non facturé, mais non facturé dans la mesure où effectivement on n'en est pas à demander systématiquement un coût résiduel facturé aux entreprises. Effectivement, on a des grosses pressions budgétaires qui font que ça peut être un peu compliqué, mais on n'est pas systématiquement dans la facturation. Alors déjà, les porteurs de projets qui voudraient s'installer, faire des accompagnements facturés, c'est pas la peine. Donc en ça, il y a le conseil régional qui intervient fortement dans le financement de ces dispositifs. Après,
après, on va avoir des prestations. On a quelques prestations effectivement qui peuvent être facturées, notamment sur les transmissions d'entreprise, qui sont les prestations entre guillemets qui sont les plus facturables, parce que aussi sur des travaux des mises en communication, sur des annonces, des travaux de valorisation de l'entreprise, derrière il y a un temps qui est passé, et puis derrière dès qu'on fait la connexion entre un cédant et un repreneur, c'est quelque chose qui de toute façon se facture. Et puis pareil, hein, soit on passe par des consulaires, soit on passe par des conseils ou par aussi ces experts comptables, etc. Il y a des facturations qui se font. Alors demain, on nous promet forcément de facturer bien plus, hein, notamment en lien avec nos contraintes budgétaires. On nous promet de facturer bien plus. Après, à voir, puisque comme on disait aussi, dès qu'on fait plus de 70% d'immatriculation en micro-entreprise, que maintenant on va avoir notre fichier, c'est quasiment la moitié de notre fichier où on va avoir des micro-entreprises, la capacité ou la propension marginale à payer à côté, on peut toujours en discuter, quoi. Voilà. Une donnée que je trouve intéressante sur ce territoire de la Creuse, alors j'imagine effectivement que c'est le territoire qui a favorisé ça, mais aussi la volonté des uns et des autres, c'est la maison de l'économie de Guéret. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette structure en quelque part? La maison de l'économie de Guéret, c'est depuis 2013. Hein, depuis 2013, c'est marqué, je te le dis, je te le confirme, c'est bien depuis 2013. C'est ça. T'étais pas né, mais c'est depuis 2013. Du coup, les trois chambres en Creuse ont eu l'opportunité de prendre des locaux au même endroit pour une meilleure lisibilité pour les chefs d'entreprise. Voilà. Donc, il y a eu des espaces qui ont été pris. Effectivement, en Creuse, on a la chance d'avoir la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métier qui sont au même endroit, ce qui est aussi plus facile pour nous pour des collaborations, parce que en fait, quand on n'était pas au même endroit, sur des immatriculations, il y avait des situations qui étaient ubuesques, en fait, sur des exemples notamment sur les ventes de voitures, les gens qui voulaient créer sur des activités avec de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Est-ce que vous faites de la réparation? Ah bah oui, il faut aller à la chambre de métier. Puis il y a des stages obligatoires et payants. Ah bah non, j'ai pas envie de payer. Ah bah donc, du coup, si vous faites plus la réparation, vous retournez à la chambre de commerce. C'est n'importe quoi. Voilà. Et à minima, d'être dans le même bâtiment, voilà. Il n'y a plus qu'un étage d'écart, voilà. Donc déjà on corrige ça. C'est plutôt pas mal, hein. C'est clair que ça facilite le travail. Allez, je remets le plan large. Je vous encourage soit à témoigner, soit à poser des questions, parce que le temps tourne, il nous reste à peine un quart d'heure à peine, tu vois, ça passe. Quels sont les grands chantiers de la chambre de métier sur la Creuse dans les mois à venir? Alors, dans les grands chantiers, et en lien avec un contexte réellement creusois, je pense c'est de vraiment travailler à des mutualisations de moyens, des saines collaborations, et j'ai dans le viseur quand même de mieux travailler avec nos communautés de communes aussi. On dit elles ont la compétence économique, voilà, c'est vraiment des axes de travail importants pour nous, parce que finalement, on doit s'adresser au même public d'entrepreneurs. Donc, en France, voilà, avec les millefeuilles d'organismes qu'il peut y avoir, des fois on oublie un peu l'efficacité qu'on doit avoir pour les entreprises, et je pense que vraiment on a des axes d'optimisation à avoir pour vraiment collaborer avec efficacité, et derrière, ça c'est des enjeux, vraiment de travailler vraiment en grande collaboration, conseil départemental, communauté de communes, les trois chambres consulaires, voilà, il y a des vraies mutualisations qu'on doit essayer de faire sur certaines actions. Voilà. Est-ce que ça, justement, on pourrait imaginer que le territoire étant ce qu'il est, c'est un petit territoire, oui. Creuse, est-ce que c'est relativement facile à mettre en place, ou est-ce que il faut quand même se battre un peu contre l'histoire, contre la structuration? Oui, alors on se bat. J'ai l'impression qu'il y a une certaine proximité entre les acteurs, je me dis que ça devrait être facile. Oui, alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je trouve il y avait encore un peu certains préjugés qui sont que en fait, des fois, les chambres consulaires sont perçues comme des chambres un peu à l'ancienne, années 90, il n'y a pas de problème de financement, on ne sait pas ce qu'ils font, voilà. Ça,
on travaille vraiment dessus, donc il y a un changement qui est en train de s'opérer, et puis on est quand même finalement sur un territoire où tout peut aller très vite. Et donc vraiment, il y a des choses qui se sont amorcées, il y a des collaborations qui se sont engagées. Maintenant, il faut vraiment que ça se traduise au service de l'efficacité, et c'est en ça, par rapport à ta question, c'est-à-dire c'est quoi demain, ça fait vraiment partie de nos chantiers, de pouvoir vraiment matérialiser ces collaborations-là. Alors on a Candy Guérinet, dont je te parlais tout à l'heure, justement, avant l'émission, qui vient de nous rejoindre. Alors je ne sais pas si elle était là depuis le début, mais Candy, elle doit bien avoir des choses à dire quand même. Candy, je voulais te dire que j'ai publié, je fais mon autopromotion sur le site www.emploi Nouvelle-Aquitaine, ton prochain rendez-vous à la souterraine. Voilà, donc j'espère que ça contribuera à ce côté du monde. Je vois aussi que dans tes projets, il y a marqué contribuer à développer la formation des jeunes, ramener des formations sur le territoire à contre-courant des métropolisations. Point d'interrogation. C'est quoi l'enjeu là ? L'enjeu, c'est qu'on a des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de former, et en fait, il y a tous ces phénomènes de population, de métropolisation qui font qu'il y a des dépeuplements. Des structures de formation sur la Creuse, il y a l'AFPA est présente. Oui, il y a des. Greta doit être présent. Oui. Il y a des organismes. Après, alors, moi, quand j'ai cette grille de lecture-là, elle est à approfondir. C'est-à-dire qu'on a régionalisé, avec un scope très CMA, on a régionalisé nos activités et on a beaucoup de CFA. À un moment, dès qu'il y a tous ces déploiements qui se font, est-ce que des fois, on ne pourrait pas envisager de retravailler de ramener certaines formations qui manquent sur les territoires et de voilà, parce que un peu la proximité, c'est ça ? Peut-être. Rapprocher l'offre de la demande. Peut-être. En tout cas, je trouve derrière, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. C'est hyper intéressant. Et je dis peut-être on est limite sur certains points en utopie dans la mesure où c'est à contre-courant, mais c'est quand même hyper important parce qu'à un moment, si on veut maintenir un tissu économique sur un territoire, faut bien quand même que les jeunes aient des perspectives et en local. Bon. C'est clair. Alors je vais le dire parce que c'est écrit. Je vois comme tes objectifs. Mais ça, c'est ton sens de l'esthétique. Je pense que c'est ça. Bien sûr. on revient un peu sur la maison de l'économie et tu me dis réussir à boucler la modernisation de la maison de l'économie. Oui, on est sur un bâtiment années 70-80, qui a besoin d'un petit coup de frais, forcément. Vu la taille du bâtiment, c'est des enjeux aussi importants. Ça chiffre tout de suite en millions d'euros. Donc, faut imaginer. Je parlais de problématiques de financement, c'est pas forcément simple à boucler. Je ne vois pas Philippe Daly là. Je le vois pas dans les. Peut-être il n'est pas là. S'il est là, il faut qu'il se fasse connaître. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il a des aptitudes certaines pour la peinture ou le bricolage. Tu vois, il pourrait commencer à rénover, par exemple, dès demain matin. Oui. Tu vois, il pourrait recommencer à peindre la façade. On va voir ce qu'on peut faire avec lui. Alors je vois que c'est quelque chose qui revient souvent dans la préparation et qui est intéressant. Quand on te demande tes souhaits en tant que directeur de structure consulaire, c'est vrai que tu prônes à la fois une clarification des rôles de chacun et sans doute une optimisation de ce qu'il y a sur le territoire. Peut-être tout le monde va dans le même sens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour toi, c'est un des enjeux majeurs. Franchement, je trouve qu'il y a trop d'organismes. La version française, il y a vraiment trop d'organismes divers et variés. Et si je pointe ce sujet-là, c'est que clairement, j'essaye d'avoir un logiciel entreprise finalement, au service des entreprises et de penser pour les entreprises. À un moment, toutes les confusions qui sont faites par les entreprises, parce qu'à un moment, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas le temps de tout suivre, faut peut-être aussi se remettre en question et il y a peut-être des simplifications qui sont effectuées. Ça n'engage que moi, mais vraiment, il y a vraiment des consolidations qui sont envisagées au service de l'efficacité. Voilà. Il y a derrière, dès qu'on rajoute encore de l'administration, dès qu'on veut monter des dispositifs qui font appel à des fonds européens, quand on voit ce que c'est maintenant, la gestion des fonds européens, l'administration qui est demandée derrière, c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Donc ça, c'est des usines à gaz. Alors nous, dans notre travail, il faut qu'on soit pro-entreprise, qu'on ait le même logiciel, parce qu'on intervient en conseil auprès des entreprises, donc il faut qu'on soit très entreprise, mais pour autant, il faut quand même qu'on finance nos actions, et donc avec des financements
souvent publics d'États européens ou régions, et avec toujours plus d'administration. Donc à un moment, il y a les courbes qui se croisent, il y a un problème, quoi. J'aurais Mm. tendance à dire sur un secteur comme le tien, avec des petites, très petites entreprises, Mm. le principal métier des chefs d'entreprise, c'est de faire leur métier, mais Mm. c'est pas de gérer l'entreprise au Ouais. sens administratif, financier, etc. du terme. Et effectivement, la moindre complexité devient vite ingérable. Mm. Ça, c'est clair que. Donc, effectivement, il y a des choses à faire de ce côté-là. Allez, on se rapproche de la fin de l'émission. Je le redis, n'hésitez pas, Candy, si tu as des choses à dire, il faut le dire aussi. On va avoir la Covid. Ouais. La Covid, chaque fois on se dit bah, ça va se terminer ou pas, bon, on va voir. Toujours est-il que ça a un impact. Quels ont été les principaux impacts de la Covid sur le territoire et quels sont ceux que l'on peut éventuellement craindre ou redouter sur la vie économique et notamment de l'artisanat? Oui. Alors, les premiers impacts, en fait, ont été finalement très divers, hein, puisque il y a eu le phénomène de panique immédiate, etc. Après, même, en fait, il y avait les phénomènes avec des gens qui allaient même pas bosser alors qu'ils avaient le droit de bosser. Donc ça, c'était assez particulier. Avec des activités de bâtiment globalement qui fonctionnaient bien. La problématique étant plutôt, on va dire, sur notre catégorie artisan d'art, puisque dès lors qu'il n'y a plus d'événementiel, forcément, c'est un peu compliqué pour eux. Donc ça, c'est sûr. Après, ça a aussi joué sur une remise en question, une réappropriation de certains outils numériques. Hein. En termes de maturité, on peut se dire qu'on a gagné 5 ans auprès des entreprises en termes de maturité numérique quand même, hein, parce que du coup, ça a forcé les gens à se poser la question d'être identifiés. Là, on est forcément dans les contextes avec les hausses de prix de matière, de coûts de matière, les problématiques de recrutement. Il ne faudrait pas casser certaines dynamiques, quoi. C'est sûr qu'il y a tous ces aléas. On espère qu'on va pouvoir quand même gérer ça du mieux possible, quoi. Est-ce que, alors tu l'as dit, hein, le paysage entrepreneurial est particulier, il y a des retentissements qui ne sont pas forcément simples à gérer. Il y a eu ce premier effet de sidération. Ok. Oui. Là, on parle des petites et moyennes entreprises, hein, on n'est pas sur les grosses entreprises qui ont une autre approche, mais il y a eu cet effet de sidération, il y a eu une phase de réaction, voire pour certains, la période de la Covid a permis de faire preuve de créativité, de lancer de nouvelles choses, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, les entreprises, après ces étapes-là, arrivent quand même à se projeter, ou est-ce qu'on est encore dans de la gestion avec crainte ou quoi? Parce que c'est pas facile. Enfin, il n'y a pas de vraie solution. Mais, oui, alors c'est un peu la réponse, la réponse de Normand, parce qu'il y a tout. Mais alors pour le coup, on a des cas aussi avec des entreprises qui n'ont jamais eu autant d'activités, en fait. Oui. Ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Donc c'est quand même c'est des marqueurs qui sont quand même assez spéciaux parce que on peut se dire oui, ils ont beaucoup d'activités, ils ont un carnet de commandes, ils ont de l'avance, ok, mais il y a des entreprises même qui disent mais on n'a jamais eu autant d'activités qu'actuellement. Donc ceci dit, c'est très bien maintenant. Il n'empêche quand même qu'il faut continuer à avoir une stratégie entrepreneuriale qui soit cohérente, parce que regarde, tu prends par exemple les gens qui se sont mis à faire des masques. Et quand le Covid commençait à baisser, on avait des reportages à la télé parce que les entreprises étaient en danger, parce qu'il n'y avait plus de masques qui se vendaient. Donc, aussi ça, et puis il y a ceux qui ont baissé d'activité. Bon, donc il y a de tout, quoi. Il y a de tout, tout le monde, c'est plus ou moins facile. Après, peut-être aussi, ça on en avait aussi discuté avec certains invités ici, c'est que l'avantage d'entreprises qui sont à taille humaine, je dirais, c'est la souplesse. Oui. Et donc une capacité peut-être à être moins impacté par ça, par des phénomènes comme la Covid, que des grosses entreprises ou des moyennes entreprises qui tout de suite sont impactées. Oui, après, effectivement, aussi, dès qu'il y avait eu les mobilisations d'aide par rapport à certains dispositifs aussi, finalement, on voyait qu'en Creuse, il y avait une résistance qui se faisait aussi. Alors, je ne sais pas si c'est aussi la culture de la population, un petit peu. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des gens, en bref, dans les entreprises, ça bronchait pas forcément trop, ça continuait, les gens continuaient à avoir leurs activités. C'était assez particulier de ce point de vue.
rendu-là. Et à comparer avec les collègues, par exemple, qui en Haute-Vienne étaient hyper sollicités, avec des entreprises qui appelaient au secours. Et voilà, c'était c'était assez particulier à un moment. Bon, allez, on arrive vers la fin. Alors, Mario vient d'arriver. Mario, c'est pas une heure pour arriver, c'est bientôt la fin. Alors, regarde, il est 19h53. Alors, tu vois bien. Alors, je me rends compte à l'antenne. Vas-y, relève-toi un tout petit peu, Julien. Je me tasse, c'est Oui, pour tu ça. te tasses Ah un oui, peu. Et c'est ce désolé. qui est dommage parce que tu as un physique plutôt avenant et le micro te cache toute la tête. Alors, écoute, c'est pas bon. Le son de mon micro est pas top. Et oui, Mario, tu sais pourquoi? C'est parce que je fais comme ça, moi, quand je parle. Mais visiblement, ça a été. Les autres personnes qui ont participé ont trop rien dit. Mais de toute façon, c'est pas trop moi qui suis intéressant à écouter. C'est toujours mon invité. Alors, on arrive à la fin de cette émission, toujours avec une dernière question. Alors, il faudra bien te rapprocher, par contre. Bien sûr, Voilà, oui. pour la fin. On a vu, tu as eu un gros parcours déjà, alors que tu es tout jeune, hein, pas encore 40 ans. Comment tu te vois dans 5 ans? Ah, la bonne question. Ouais, comment tu te vois dans 5 ans? Ah, voilà, je sais pas. Tu vois, je te dis même pas personnellement, professionnellement. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu espères? Je Alors sais pas. personnellement, je me vois encore être sur le territoire, Ouais, puisque c'est une vraie volonté. Donc bon, après, a priori, pas forcément trop de raisons ouais, de changer là-dessus. Euh, Mon choix d'être en réseau consulaire au service des chefs d'entreprise, là aussi, c'est un choix donc au service des chefs d'entreprise et du territoire en tant que tel. Donc, c'est de continuer, d'essayer avec aussi mes équipes qu'on soit vraiment efficace du mieux possible pour contribuer au développement économique du territoire. mm, Donc, c'est continuer là-dedans. Et puis après, sinon, peut-être dans des années, oui, j'ai un peu cette réflexion-là aussi. Et ce sera peut-être aussi à mon tour de passer de l'autre côté. Voilà, ah, qui sait, voilà, bien sûr. j'ai ces réflexions-là. Après, je me dis que de toute façon, je suis pas pressé, quoi. Donc Voilà. voilà. Eh oui, il est jeune, alors qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas pressé, bien sûr. Bon, en tout cas, écoute, je voulais te remercier, hein. Merci Merci Bruno pour cette d'être venu invitation. jusqu'ici. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le fonctionnement, déjà sur le directeur et sur le fonctionnement de la Chambre des métiers. En ce qui me concerne, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On verra un nouvel invité. Ça sera une surprise. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. Salut. Bonsoir.